laisser les dernières personnes s'installer, puis on va tout de suite reprendre. Je sais pas si le... Je sais pas si c'est bon la technique. Oui. Donc, troisième intervention plénière, Madame Pascale Brognaud. Pascale Brognaud qui va se présenter, mais dont je souhaitais souligner qu'elle est l'auteur d'un ouvrage édité chez EHESP qui s'appelle « Les innovations socio-éducatives, dispositifs et pratiques innovants dans le champ de la protection de l'enfance ». Donc il est vraisemblable que ce qu'elle va nous dire ce soir va être en grande partie autour de ces questions. Je vais tout de suite lui laisser la parole. Je ne sais pas si au niveau de la technique, c'est bon, le diapo. Ça va arriver. Voilà, formidable. Ici, c'est formidable, il n'y a qu'à demander, ça arrive. Bien, donc Pascale Brognaud, responsable du pôle de formation continue, analyse et pratique à l'ETSUP à Paris, chargé de cours également à l'université Paris-Ouest Nanterre. Pascale, c'est à vous, merci. Bonjour ou bonsoir même. Peut-être pour ajouter un petit peu dans ma présentation, j'ai été longtemps travailleur social, notamment en protection de l'enfance toujours, assistante sociale, notamment en AEMO et AED avec une vingtaine d'années de pratique. Et ça explique un petit peu ce parcours sur les innovations, puisque j'ai voulu quitter le travail de terrain, étant donné la difficulté de trouver des solutions alternatives à l'AEMO et au placement, et une complexité à toujours devoir chercher des solutions que je qualifierais un peu de bricolage à certains moments pour répondre à ces besoins des enfants et des parents et préserver suffisamment l'enfant et en même temps continuer ce travail avec les familles. Donc mon propos est extrait d'une recherche, et là je le précise bien, qui s'est déroulée avec un recueil de données avant la loi 2007. Alors peut-être des éléments anciens, puisque là on voit que le mouvement s'accélère vraiment très vite. Donc recherche effectuée dans le cadre d'une thèse, avec une partie de cette recherche effectuée dans le cadre de l'Observatoire national de l'enfance en danger, où à partir d'une visite d'une soixantaine de dispositifs, cela m'a permis d'analyser les modes de construction et l'émergence de ces innovations dans le champ de la protection de l'enfance. Et ce que je voulais voir, c'est ce qui se situait entre AMO, AED et placement. Qu'est-ce qui avait bougé à ce niveau-là ? Et dans un deuxième temps, une recherche là sur les pratiques des professionnels. Je crois que ça me tenait beaucoup à cœur, cette question des pratiques, depuis que j'ai commencé un parcours de recherche, parce qu'elles sont souvent questionnées. Qu'est-ce que vous faites réellement, notamment en AEMO? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les processus en jeu lors des entretiens, lors des accompagnements? Donc cette question des pratiques me tenait vraiment à cœur. Avec comme recueil des données, donc des entretiens, de l'observation en situ des pratiques des professionnels quand c'était possible, quand ça se passait dans des services, quand c'était au domicile des familles, c'était plus complexe, donc là plus sur des entretiens réguliers avec les professionnels, et un regard croisé avec le discours des parents. Ce que j'ai essayé de voir, c'était ce que disaient ou pensaient faire les professionnels, ce qu'ils faisaient concrètement quand on observait leurs pratiques ou quand on les poussait dans une pratique réflexive à expliciter un peu plus leurs pratiques et interventions, et croiser avec le discours des parents pour voir comment ils recevaient cette intervention, est-ce que ça correspondait, est-ce qu'il y avait des écarts, et aussi avec des parents que j'ai interviewés, puisqu'il y a beaucoup avaient connu, on arrivait à des modalités d'intervention intensive. Donc, ils avaient connu l'AEMO, les placements pour les enfants qui étaient concernés, mais qui avaient eux-mêmes connu, souvent dans leur enfance, des interventions en protection de l'enfance. Donc, leur demander aussi de croiser un peu, de porter un peu un regard sur ce parcours en protection de l'enfance. Je vous propose de reprendre, parce qu'on parle beaucoup de changements, mouvements, et avec des craintes que ça aille trop vite et qu'on sache plus trop où on va actuellement.
Je vous propose de reprendre un bref rappel historique pour resituer ces innovations, vous donner quelques éléments de classification qu'on avait fait à l'ONED, donc en 2006, des dispositifs. Après, j'essaierai de reprendre un peu cette notion d'innovation qui est un peu employée peut-être parfois à toutes les sauces et qu'on utilise beaucoup. Moi, si je l'ai reprise, je suis partie de cette notion parce que cette notion était beaucoup utilisée dans les rapports ministériels. Tous parlaient de cette innovation. Et pour finir, donc, je vous reprendrai des éléments du discours des parents. Sur un petit échantillon à 25 parents interviewés, mais je pense qu'à l'heure actuelle, où on s'oriente de plus en plus dans ce travail avec les familles, je pense que leur discours nous permet aussi de comprendre ce qu'ils saisissent de ces interventions et ce qu'ils en pensent. Donc quand on reprend un peu un retour historique, en France, dans le champ de la protection de l'enfance, les années 70 ont marqué une inflexion importante et c'est bien dans ce mouvement-là que sont venues s'inscrire les innovations puisque les premières ont émergé aussi. Ça remonte à une trentaine d'années pour les premiers dispositifs. Les interventions avaient consisté pendant des années à séparer l'enfant du parent et souvent à l'emmener très très loin. Moi, je me souviens, en Île-de-France, on allait régulièrement placer des enfants dans les Pyrénées, dans les Landes, où le parcours pour le travailleur social avec l'enfant était déjà complexe. Je ne vous parle pas pour les parents, étant donné que les trains n'étaient pas les mêmes qu'à l'heure actuelle. Fin des années 70, des doutes s'installent et des questionnements sur les conditions de vie en institution, l'intégration future de ces jeunes, les bienfaits de la collectivité, les histoires aussi de maltraitance institutionnelle qui sont posées. Ces éléments sont questionnés dans des rapports ministériels et également dans des travaux de recherche. Ce questionnement renvoie très vite à la question du coût et à la rentabilité de ces interventions. En 1980, on se souvient tous du rapport Bianco-Lamy qui a marqué le champ de la protection de l'enfance, rapport intitulé « L'aide sociale à l'enfance demain », qui contribution à une politique de réduction des inégalités, mais il portait un tout petit sous-titre qu'on a du mal à lire et où souvent on ne se pose pas la question de ce que ça voulait dire. En dessous, il y avait études RCB, rationalisation des choix budgétaires. Donc je crois que les choses étaient bien posées. Il fallait faire avec les moyens existants, mais il n'y aurait pas de moyens supplémentaires qui seraient impulsés dans le dispositif. Comme le soulignent deux chercheurs quand on reprend les travaux de recherche sur l'époque, Isabelle Fréchon et Annick-Camille Dumaret, elles ont effectué une analyse méthodologique et thématique d'une trentaine d'études et de recherches sur le thème du devenir adulte des enfants placés à cette époque. Et en fait, les thèmes observés dans les années 75-80 traduisent bien les préjugés de l'époque quant à la reproduction de l'inadaptation sociale dans les familles dites à risque et sans préjugés et sans qualité. Aux facteurs de risque familiaux viennent s'ajouter des études plus ciblées sur les effets négatifs du placement. Par exemple, on va étudier les questions de délinquance, l'alcoolisme, l'errance, les marginalités. Donc forcément, quand on cherche du négatif, on va trouver du négatif, mais très peu les effets positifs du placement sont questionnés à cette période. Concernant l'intégration de ces jeunes, les travaux plus récents de ces deux chercheurs, et notamment d'Isabelle Fréchon, nuancent quelque peu les représentations que l'on peut avoir quant aux effets néfastes du placement en institution. En effet, elle note que malgré la grande hétérogénéité des trajectoires, la plupart des résultats convergent vers ces conclusions. Plus que la durée du placement en tant que tel, c'est l'instabilité de celui-ci qui aurait une influence négative sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Et non pas quand elle parle d'instabilité de celui-ci, elle ne parle pas du passage d'un service à un autre, mais plus de l'accompagnement de ce parcours, comment on travaille ces étapes, comment on travaille les liens qui se rompent et qui se recréent avec d'autres, et aussi les liens avec la famille. Ces questionnements de l'époque engendrent néanmoins un changement d'orientation quant à cette politique de placement que les pays d'Europe du Nord ont connu un peu plus d'une dizaine d'années auparavant. La tendance qui s'affirme donc est celle de recherche d'alternatives au placement et de solutions qui privilégient le maintien des liens
de l'enfant avec son milieu familial, voire un peu plus tard de l'enfant avec son milieu social un peu plus large. Début des années 80, on constate une diminution des placements et une montée en force des AEMO-AED, pourtant institués déjà une vingtaine d'années plus tôt. Lorsque le placement s'impose, on recherche le maintien des liens dans la perspective d'atténuer les effets de la séparation. Je crois que les travaux de l'attachement viennent impacter aussi le champ à cette période. Les lieux d'accueil sont pensés dans une proximité et les possibilités de retour au domicile des parents est très vite envisagée dans le parcours de l'enfant. Années 90, il ne s'agit plus de faire sans les parents, mais d'associer la famille autant que possible aux décisions, aux interventions et de les situer dans un véritable processus de coéducation. Quand on dit ça, on a l'impression que c'est très simple, mais je crois qu'à l'époque, on n'était pas du tout à cette réalité. Ces dernières années, l'accent est mis sur les ressources et les compétences parentales, afin de les optimiser le plus possible et non plus uniquement de repérer les manques et les défaillances. Donc tout ça vient bien questionner nos pratiques au quotidien. Ce mouvement concernant l'intervention auprès de l'enfant et celle auprès des parents s'accompagne d'un constat que les réponses actuelles, placement ou AEMO, bien que ces types de pratiques, je pense, ne sont pas remis en cause dans leur fondement, ces pratiques ne suffisent plus. Il ne s'agit plus de faire coïncider la problématique dans une case, si je peux dire, une case préétablie, de proposer la réponse, mais de proposer des réponses et des réponses modulables en fonction du parcours du jeune et du parent. Ainsi, la logique spécifique des innovations apparues à partir des années 80 dans le champ de la suppléance familiale va se développer en deux axes. Prévenir et limiter les placements. Il s'agit autant que possible d'éviter le placement de l'enfant. Toutefois, lorsqu'aucune possibilité autre n'est possible, on cherche à aménager la séparation, à éviter la rupture de l'enfant avec son milieu familial et social et à maintenir les liens. Autre axe, il s'agit de développer ce travail d'accompagnement plus soutenu en direction des familles, en articulation avec cette prise en charge éducative extrafamiliale. Cette évolution perceptible en ce qui concerne les pratiques a été confortée par différents textes. Je vous les cite vite, la circulaire de 76, la loi de 84, la Convention internationale des droits de l'enfant et la loi 2002. Je dirais que la loi 2002, souvent nommée loi des usagers, a permis aux équipes à ce qu'il y ait un pic de développement de ces innovations à partir des années 2000. On le voit bien quand on étudie les dispositifs. Avant, c'était assez épars, ces quelques expériences. Et à partir de 2002, vraiment une montée en force de ces innovations. Quand on interviewait les équipes sur l'impact de cette loi 2002, ce qu'ils pouvaient nous en dire, c'est que cette loi les avait obligés à se mettre autour de la table pour travailler les livrets d'accueil, les conseils de la vie sociale. Les professionnels de terrain étaient concernés puisque c'était eux qui allaient utiliser ces outils directement avec les familles. Ces ateliers de travail pour cette loi 2002 ont permis à ce que les professionnels viennent questionner les pratiques qui ne fonctionnaient pas forcément en direction de tel ou tel jeune, voire certains jeunes qui se mettaient en danger au sein des dispositifs, notamment dans le cadre des MEX. Donc, à partir des années 80, émergent différents dispositifs. Ils ont été longtemps considérés comme des expériences éparses et je crois que ça a été une surprise quand même assez grande lorsqu'en 2005, l'ONED, à la demande des départements français, lance une étude pour recenser ces dispositifs. C'était la thématique que les départements avaient choisi que l'on explore dans un premier temps au niveau des pratiques. Et là, rapidement, on reçoit la moitié des départements français répondent et la moitié de ces départements français ont mis au moins une modalité alternative entre AEMO et placement en place, voire certains ont étendu des dispositifs sur tout le département. La loi 2007
viendra donner un cadre juridique à ces nouvelles possibilités d'intervention situées donc entre AMO et placement. Elle est venue légitimer des dispositifs parfois anciens, puisque, comme je vous le disais, les premières expériences remontent à plus de 30 ans. Je vais vous présenter rapidement cette classification. Ce n'est pas tant, comme je vous disais, les dispositifs qui vont nous intéresser, parce qu'actuellement, je pense qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus large. Moi, vu les interventions que je fais sur le terrain en formation, on voit que les équipes innovent, expérimentent encore des choses très, très variées, très diversifiées. Mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être ces changements de termes qui couvrent derrière des valeurs, des représentations et des modalités de travail. Le premier dispositif qu'on avait cerné, c'était les relais parentaux ou familiaux, dont le premier avait été créé en 1985. Lieu de proximité, là on est bien sur cette question de proximité, dont l'idée générale était de reconnaître aux parents l'impossibilité à certains moments d'assumer leur fonction parentale 24 heures sur 24. Je crois qu'on le dit comme ça maintenant, mais quand on pense à cette phrase, je crois reconnaître qu'un parent ne peut pas s'occuper de son enfant 24 heures sur 24. À une certaine période, il aurait été considéré comme défaillant. Là, on voit bien que l'impact de l'isolement des familles et le manque de relais autour d'elles vient amener des réponses de proximité. Ce dispositif, une réponse d'accueil souple, d'immédiateté, pour des situations qui ne nécessiteraient pas toujours une mesure d'accueil provisoire. Dans ce cas-là, on pense à des hospitalisations de parents en urgence quand il n'y a pas de relais autour d'eux, des changements de vie familiale, des séparations de couple, donc cette reconnaissance de l'isolement. Le but dans ces dispositifs, c'est d'accueillir toute la fratrie ensemble, quel que soit l'âge des enfants, des plus jeunes aux plus âgés, pour ne pas scinder la fratrie sur différents lieux. Ces dispositifs, petit à petit, ont ouvert, outre cet accueil de dépannage, à des familles qui se trouveraient confrontées à une difficulté autre. Par exemple, ouvrir à des parents qui avaient une difficulté pour trouver un mode d'accueil parce qu'ils n'avaient pas des papiers en règle et que ça ne leur permettait pas de disposer des dispositifs de droit commun. Ouvrir à des parents qui avaient un enfant handicapé au domicile et qui n'avaient pas de dispositif adapté pour accueillir cet enfant. Et accueillir cet enfant, c'était permettre à ses parents de souffler à un moment pour pouvoir revenir ensuite à leur pratique éducative. Je crois que cette notion de souffler pour les parents vient bien aussi questionner cette question d'isolement et de se dire est-ce qu'on peut être parent 24 heures sur 24 lorsqu'on n'a pas de relais autour de soi. Ces dispositifs construits sur un mode de vie familial, et je crois que ça on le retrouve dans beaucoup de dispositifs, sortir de ces structures et ces immeubles administratifs, penser à l'architecture, au décor de ces lieux et rendre des lieux à dimension plus humaine. Accueil de proximité permettant de maintenir toutes les activités de l'enfant. L'école, les activités de soins, les activités de loisirs, ce qui veut dire une grande mobilisation des professionnels, mais avec l'idée qu'il y avait déjà un incident qui provoquait un accueil en urgence et qu'il ne s'agissait pas encore de balloter un petit peu plus l'enfant, donc on lui maintenait son cadre à minima qui pouvait être sécurisant pour lui. Admission simplifiée dans ces dispositifs sur simple demande des parents avec un accord de gré à gré. Je crois qu'aussi là, ça vient pointer la question de prendre en compte le discours des parents et leurs demandes à part entière, sans avoir besoin de contrôler avec les partenaires pour voir si leurs demandes relèvent bien du dispositif, mais partir de leurs demandes. Ces dispositifs proposent un droit, moi je dirais pas de visite, devenu très large des familles, avec des temps où des membres peuvent passer pour être là pour les devoirs, pour le repas, pour le bain, pour raconter une histoire le soir à l'enfant avant de dormir, des choses organisées bien sûr avec l'équipe, mais des droits devenus très larges. Autre type de dispositif, des accueils de jour plus centrés sur l'enfant, le premier en 1973 en Isère. Donc il s'agit dans ces dispositifs d'accueillir principalement des enfants sur des temps de journée, enfants posant des problèmes d'apprentissage, échecs scolaires et des problèmes de comportement dans le cadre scolaire cumulés à des difficultés éducatives au domicile. J'insiste sur cette double entrée car beaucoup de dispositifs d'accueil de jour actuellement
ont axé le premier impact de leur intervention sur la scolarité et disent après on a du mal à faire venir les parents et à travailler sur ces questions de parentalité. Quand on interviewe les parents, ce n'est pas qu'ils ont baissé les bras, mais c'est qu'ils ont trouvé un lieu sécure pour l'enfant qui évite à l'enfant de traîner dans la rue, dans la cité, et qui limite aussi ses contacts avec l'école, puisque l'institution fait les contacts avec l'école, et ce qui évite des crises et des conflits entre parents et institutions scolaires. Donc pas des parents non collaboratifs, mais des parents qui font confiance aux professionnels et au mode d'entrée des professionnels. Donc ces accueils de jour, intervention selon les dispositifs, toujours avec des accueils qui peuvent être hors temps scolaire, d'autres qui mixent temps scolaire accueillant l'enfant sur des temps de scolarité pour aussi éviter la crise au sein du groupe classe, et des dispositifs qui accueillent aussi des jeunes qui sont totalement déscolarisés, où le jeune vient là pratiquement toute la semaine pour après retravailler un projet d'insertion. Ces interventions sont intensives en direction de l'enfant. Ils proposent des palettes d'activités très variées, avec toujours ce va-et-vient entre activité individuelle, individualisation de l'intervention et activité collective. Accueil accompagné donc avec des interventions au niveau des parents, ateliers, groupes, entretiens thématiques, entretiens individuels. Et beaucoup proposent des séjours de courte durée avec le groupe familial pour observer, continuer l'observation et pouvoir travailler sur les interrelations au niveau du groupe familial. Troisième type de dispositif, accueil de jour du groupe familial. On en trouve très peu en France. Je pense peut-être dû à la difficulté pour les professionnels, où on est peut-être mal formé à accueillir des groupes de parents, les mêmes parents, plusieurs plages de temps durant la semaine. Je pense une complexité, en tout cas ils sont très peu développés. L'objectif de ces accueils de jour familiaux, il s'agit de sortir de la logique de face à face et de la relation individuelle, avec une idée derrière pour rompre l'isolement. Mais cette question d'isolement, on pourra y revenir dans les questions. Je ne crois pas que c'est dans des institutions en interne qu'on arrivera à juguler ça, et il faut penser encore autre chose. L'intervention dans ces services est basée sur des activités simples, pratico-pratiques, proches de celles de la vie quotidienne, avec des mises en situation qui permettent aux parents de donner à voir de leurs pratiques, mais aussi de donner aux parents la possibilité de revisiter leur positionnement et leurs pratiques éducatives. Il s'agit de faire sous le regard de l'autre, parents professionnels, mais aussi parents-parents, sortir des conseils directs, être sur des processus d'imitation, de reproduction, et prendre en compte surtout les savoir-faire des parents et ce que les parents peuvent s'apporter de l'un à l'autre. Accueil séquentiel ou périodique, autre type. Là, on a du mal à remonter au niveau des premiers dispositifs, puisqu'on se rend compte que beaucoup de MEX le pratiquaient de manière un peu informelle, sans qu'il y ait un véritable projet écrit d'accueil séquentiel. Donc, il s'agit d'une mesure de placement prévoyant un accueil à temps partiel de l'enfant sur certaines plages de temps définies, que l'on pourrait comparer à une modalité de garde alternée entre la famille et le dispositif de suppléance familiale. Il s'agit là d'inverser les logiques. Au lieu de renvoyer l'enfant le week-end au domicile, souvent sans activité et sans support autour et sans soutien, de prévoir des retours la semaine pour permettre aussi aux parents de se remettre en activité par rapport aux différents suivis concernant l'enfant, pouvoir aller le rechercher à l'école, pouvoir l'accompagner pour des suivis médicaux, des activités sportives et reprendre en main cette partie des actes éducatifs en direction de l'enfant. Il s'agit aussi pour les professionnels, je crois, de faire bouger les représentations, puisque les professionnels interviewés disaient que leur regard sur les familles quand ils étaient au sein de l'internat, et ce passage d'aller au domicile rencontrer ses parents venait vraiment bouger leur lecture de la situation familiale et leur analyse de cette situation. Autre type de dispositif, les prises en charge qui associent intervention à domicile et suppléance. Et là, on part soit d'une mesure de placement
Premier dispositif, on le connaît tous, le SAPMN du Gard, service d'adaptation progressive en milieu naturel, qui remonte maintenant, je crois qu'on doit être plus près des 35-40 ans que des 30 ans. Ces dispositifs, souvent appelés communément placement à domicile, ont tous des termes différents, donc ils ont été regroupés sous cette appellation. L'enfant est confié donc à un service par une mesure de placement qui en autorise un hébergement large au domicile de la famille. D'autres étaient partis à l'époque, à l'inverse, d'une mesure de milieu ouvert permettant un hébergement de l'enfant au sein de la structure en cas de crise familiale. Hébergement prévu au départ, là pareil, dans le Calvados, ça remonte à une trentaine d'années, ce dispositif, voire plus maintenant. Au départ, accueil pendant les périodes de crise au niveau familial ou risque de danger pour l'enfant. Et petit à petit, c'est devenu ces accueils temporaires, des modalités d'intervention directe auprès de l'enfant sur des temps précis. Essayons un peu de définir cette notion innovation. On peut dire que l'innovation implique l'introduction d'une chose nouvelle dans l'existant, et elle ne prend son sens que par rapport à cet existant. Elle est un acte volontaire, délibéré, d'un groupe d'individus pour répondre à un besoin ressenti et qui n'est pas tout à fait pris en charge, voire pas du tout par les institutions en place. Je crois qu'il faut noter que lors du recensement en 2006 effectué à l'ONED, un grand nombre d'innovations venaient des équipes de terrain, étaient parties du bas pour remonter vers le haut et obtenir une reconnaissance et une existence. L'innovation ne se caractérise pas toujours par l'émergence d'une nouveauté à proprement parler, mais plutôt d'une réponse originale. Il peut s'agir d'une reprise d'idées ou de conceptions, parfois anciennes, qui consistent à combiner différemment un ensemble de moyens pour arriver à d'autres formes de réponses, et ce en fonction d'un territoire et d'un public donné. Je crois que c'est ce qui explique en partie la diffusion de cet essaimage et de cette diffusion de ces dispositifs et cette reproduction des dispositifs. L'invention, on peut dire, est l'idée de départ. L'innovation ne prend son sens que par un processus de socialisation, c'est-à-dire un processus social particulier qui est l'appropriation. Processus qui permet de passer d'une idée, d'un produit nouveau, à de nouvelles pratiques sociales et qui permettent d'intégrer la nouveauté dans le tissu social existant. Cette invention devient innovation que si elle est intégrée par un nombre croissant d'acteurs dans ce tissu social. En ce sens, on peut dire que l'innovation est une négociation réussie entre une idée, un projet et un public en direction de qui elle est destinée. L'innovation a ainsi tendance à être observée et décrite avec un jugement de valeur positif, car elle représente le changement, la créativité, mais elle fait peur aussi, parce qu'on passe de pratiques que l'on a l'habitude d'exercer au quotidien, de routines, qui nous confortent aussi également, parce qu'on est en sécurité, on sait bien faire. L'innovation nous envoie vers une incertitude, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on est obligé d'adapter, réajuster au quotidien. Et elle nécessite une prise de risque, et il faut que cette prise de risque soit portée, pas uniquement par les professionnels, mais par l'institution dans sa globalité. L'innovation est donc toujours l'histoire d'un processus permettant de transformer l'idée en de pratiques nouvelles. Si j'insiste sur cette question de processus, je me réfère là à Saint-Saulieu, le sociologue, qui pour lui, il y a deux processus dans l'innovation. Un processus expérimental qui prend appui sur la mise en interaction des différents professionnels et des usagers, donc processus expérimental, comme je vous disais, basé sur l'incertitude, qui a pour but d'aboutir à une création structurelle. Création structurelle expérimentée sur la durée, car ces dispositifs construits avant 2007 avaient nécessité des temps longs entre l'idée, la conceptualisation et l'officialisation du dispositif,
avec une réflexion se poursuivant au fil du temps, démarrant souvent sur une situation, 2, 3, pour arriver à un service ou une équipe à part entière qui effectuait cette modalité d'intervention et qui a nécessité des ajustements, réajustements continus, des avancées, des retours en arrière et une redéfinition des modalités d'intervention. Mais l'innovation relève aussi, selon Saint-Saulieu, d'un processus transférentiel. Et je crois que c'est là que cette question vient être posée aujourd'hui, dans le sens où le changement prend appui sur des échanges, des partages d'expériences, du vécu antérieur, professionnel, personnel, et un partage aussi de représentation, de valeurs, d'organisation, pour arriver à des modifications porteuses de changement. Pour aboutir à ce changement de valeur, les équipes cheminaient quand même en douceur sur ces constructions sur plusieurs années. Actuellement, on assiste, je crois que c'est là que le mouvement s'accélère, à des dispositifs qui se créent dans des délais beaucoup plus raccourcis. On peut même voir actuellement des directeurs de services qui disent qu'ils ont un peu la nécessité, l'obligation de diversifier leur prise en charge dans des délais de 3 mois, 6 mois. Donc on peut se dire, qu'est-ce qu'il en sera de ce processus transférentiel et expérimental, puisqu'on plaçait les professionnels de terrain dans un processus réflexif où eux-mêmes construisaient cette propre réflexion et ce propre processus formatif. Qu'en sera-t-il? Est-ce que les centres de formation sont prêts actuellement à accompagner ces professionnels sur ces innovations? C'est toute la question. Je vais vous reprendre pour terminer mon intervention ce discours des parents, donc extrait de 25 entretiens avec les parents, et j'ai repris vraiment les points qui faisaient consensus pour ces familles, qu'on retrouvait dit d'une manière ou d'une autre dans ces 25 entretiens. Ce que je peux dire, c'est que j'ai rencontré des parents qui ont souhaité collaborer à cette recherche pour exprimer leur point de vue et leur vécu sans trop de difficultés, ce qui m'a surpris alors que je pensais que ça pouvait être très complexe. Et des parents qui arrivaient à nous apporter des éléments quand même très intéressants sur nos pratiques, qui arrivaient à argumenter, commenter, analyser ce qu'on leur proposait. Et je pense que là, ils ont vraiment une place dans les conseils de la vie sociale, dans les institutions, pour venir s'interroger ensemble sur ce qu'on leur propose et sur ce qu'on peut faire ensemble. Pour ces parents, ce qui a facilité les choses et ce qui facilitait les choses à l'époque, des processus d'admission simplifiés avec des délais courts et uniquement quand le service avait une possibilité d'engager l'intervention. Je crois que cette question du temps est une question primordiale pour les parents. Ils repointent constamment que sur des mesures précédentes où on leur parlait de placement ou d'AMO qui ne se mettait pas en place, le jour où ça se met en place, ça n'a plus vraiment de sens et ils ont du mal à intégrer le dispositif et à y collaborer. Pour eux, ce qui est important aussi, un accueil convivial. Je vous parlais de la dimension des locaux, ces locaux à dimension humaine et chatoyant. Je crois que pour eux, c'est vraiment primordial, mais aussi des locaux qui permettent un véritable temps d'accueil. Je vous cite un parent, on arrive et on se pose pour boire un café, parler de choses et d'autres, où professionnels et parents se confondent. C'est vraiment ces temps d'accueil informels où on n'est pas dans l'intervention, on est bien dans un partage et dans quelque chose où on recrée du lien. La temporalité de l'intervention après. Des temporalités différentes. Alors là, est-ce qu'on peut y répondre ou pas? En fait, le temps institutionnel ne correspond pas toujours à celui du parent. Pour les parents, dans ces dispositifs, ils avaient la possibilité d'être à l'heure, mais pas forcément juste à un rendez-vous fixé. Ils pouvaient arriver un peu avant, un peu après, où il y avait cette marge de manœuvre, mais ce n'était pas un entretien fixé sur une plage horaire très, très définie. Dans leur discours à ces parents, différents temps sont nécessaires pour eux pour permettre de parler de leurs difficultés ou donner à voir leurs difficultés. Pour eux, ils ont besoin de se poser, de souffler. Moi, je dirais aussi de poser leur bagage, si l'on peut dire, montrer ensuite et faire sous le regard de l'autre, exprimer, voire exprimer une difficulté.
Ces parents vous expriment le fait que ce n'est pas toujours si simple pour eux. Il y a des jours avec et des jours sans, où être présent dans l'institution est pour eux plus une forme de sortir de cet isolement au domicile qu'ils peuvent connaître. Donc ils viennent rejoindre ce lieu qui les sécurise et qui est contenant, mais ils n'ont pas envie certains jours de parler de leurs difficultés ou de les exprimer. Mais ils ont besoin d'être là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette rencontre puisse avoir lieu avec nous? Un parent qui dit « Ici, on parle quand on veut, à qui on veut, jusqu'où on veut. Parfois, on n'a pas envie de parler de ce qui fait mal. En étant là avec les autres, en faisant un jeu, en buvant un café, et puis tout d'un coup, on a envie de parler des choses sérieuses. » Pour les parents, l'importance des interventions intensives plusieurs fois par semaine, qui permettent, selon eux, d'avancer, de tester des solutions, mais surtout d'avoir le droit à l'erreur en fonction de tel et tel changement de pratique. Ils essayent quelque chose qu'ils ont négocié avec le professionnel. Si ça ne marche pas, ils ont l'impression de ne pas être jugés, ce qu'on leur permettra très vite de pouvoir retester autre chose. Donc un peu des parents qui se situent aussi dans un processus expérimental sur cette parentalité. Les conditions de rencontre. Je crois que pour ces parents, l'importance de sortir du face-à-face dans un bureau. Un parent dira, on peut leur parler dans la salle commune ou les voir dans un bureau si on ne souhaite pas parler devant les autres. Pour les professionnels, il s'agit surtout d'une invitation à pouvoir avoir cette possibilité de solliciter un tel ou un tel que les parents ont bien repéré selon leur spécificité professionnelle. Ils sont présents et le parent vient à un moment donné les solliciter. Donc, on passe de ces temps d'accueil à des entretiens plus individuels. L'importance pour les parents d'équipes pluriprofessionnelles qui, pour eux, permet de rassembler l'ensemble des facteurs de vulnérabilité, cerner les priorités, élaguer au fur et à mesure des difficultés moins importantes pour dégager ensuite un espace de pensée, on peut dire un espace psychique quant aux questions de parentalité. Un parent dira « ailleurs vous passez de l'un à l'autre, ils sont tous spécialistes mais d'un bout seulement, ils ne peuvent pas comprendre et entendre le tout ». Une intervention globale qui pour eux donc est importante, qui permet de prendre autant en compte les enfants que les parents. Des parents interviewés qui se sentent souvent mis un peu sur la touche. Beaucoup de choses sont concentrées sur l'enfant et peu de disponibilité pour eux. La question du choix de l'interlocuteur. Je crois que les parents ont bien repéré cette place du référent et pour eux, il s'agit bien du référent tel qu'on l'avait pensé, comme ce fil rouge de l'intervention. Mais par contre, ce référent n'est pas celui à qui le parent a envie de confier toutes ses difficultés. En fonction de telle ou telle difficulté, les parents interpellent ainsi un homme, une femme, un jeune, un plus vieux, un calme, un dynamique, donc différents critères où ça leur donne envie de confier une partie de leur situation ou de leurs difficultés à celui-là, mais pas à tel autre. Quand on les interpelle sur pourquoi, ils répondent très clairement « Est-ce que vous avez envie de parler de toutes vos histoires à la même personne ?» Je crois un point où des fois on n'est pas très vigilant, c'est la question de ces espaces interstitiels, ces pas de porte du domicile familial ou du service, qui pour les parents ont une importance cruciale. C'est pour ces parents qui ont connu des interventions multiples, qui sont saturés de ces interventions, qui n'en ont pas envie. Je crois que ces contacts informels, réguliers, comme ça, qui se passent, avec cette disponibilité d'accueil des professionnels, est un point crucial pour leur permettre de passer après à une véritable demande d'aide, de soutien et d'intervention. Autre point pour eux important, être attentionné mais non intrusif. Et là, je reprendrai une expression d'Alain Grevaux, je crois ce fameux lâcher-prise qu'il utilise et qui pour permettre aux parents de ne pas subir l'intervention. Un parent dira « ils sont là, disponibles quand on veut, mais seulement si on a envie ». Je crois que ces parents se sentent vraiment acculés par nos interventions, vu qu'ils ont eu, comme on disait ce matin, parfois de multiples intervenants, et ce depuis des années, qu'ils n'ont pas toujours bien vécu, les rapports ont été parfois difficiles. Je crois que ce contact est vraiment
les laisser un peu se lâcher prise est important pour pouvoir retravailler une relation ensuite. La question de l'implication bienveillante de la part des professionnels. Je crois se montrer disponible et proposer une qualité d'écoute. Par exemple, une mère dira, pour exprimer ça, une mère qui parle de l'éducatrice en AMO. Je ne lui parlais pas de mes difficultés car elle était débordée. Elle n'avait pas le temps, elle n'avait qu'une heure. Alors je lui disais tout va bien car de toute façon elle n'aurait rien pu faire. Cette mère vient pas remettre la qualité de la professionnelle, là qu'on la questionne un peu plus loin, mais elle sent bien qu'elle n'est pas disponible. Et je pense que souvent dans nos interventions, on a reçu des parents où on n'était pas disponible, ni dans notre tête, ni physiquement, et on bâclait un peu les choses, mais on voit un peu les dégâts que ça peut avoir après pour réengager quelque chose. Dans ces pratiques, la question du débat contradictoire et de la recherche de consensus, cette question du pouvoir d'agir relatif aux travaux d'Yann Le Bosset, qui redonne un peu de pouvoir dans leur futur à ses parents, avec ce partage d'avis, rechercher des solutions ensemble, les soumettre à la critique mutuelle et venir interpeller le parent pour venir polémiquer, critiquer autant qu'il le pourra, mais tout au long de l'intervention, pas passer par des phases où on le met dans cette place et à un moment où on retombe à des conseils, des orientations plus figées, plus fixées. Surtout, je crois aussi l'importance des interventions individuelles et collectives qui permet cet apprentissage dont je vous parlais tout à l'heure, indirect au contact des autres familles et des professionnels. On est souffert sous le regard de l'autre. Quand on essaye de voir avec ses parents ce que ça leur apporte, en fait, les parents repèrent ce que d'autres familles font ou des professionnels font de très bien et ils essayent de l'expérimenter le soir au domicile. Comme il dit, ça ne marche pas toujours aussi bien que ça s'est passé la journée dans le dispositif, mais on voit bien qu'ils sont sur des processus d'imitation, reproduction. Autre effet de ces accueils collectifs, les parents regardent des attitudes éducatives d'autres parents qui sont là et se mettent à critiquer certains parents dans cette attitude qui est vraiment insupportable d'un parent en direction de l'enfant. Mais certains de ces parents peuvent vous dire qu'il y a quelque temps, ils avaient les mêmes attitudes et qu'ils devaient avoir le même regard d'autres parents. Donc on les place ainsi dans un processus réflexif sur leurs propres pratiques, sur ce qu'ils essayent de faire, pas faire, sur ce qui est bon, moins bon pour eux, et on leur laisse le libre choix. Ces temps collectifs viennent aussi permettre aux parents de relativiser les difficultés. Je crois que ça, c'est un point important. La plupart des familles disent on sentait vraiment la famille la plus difficile, la plus lourde. Il n'y avait aucune solution pour nous. Et là, on a vu d'autres parents qui étaient encore plus en difficulté que nous. Donc, ça permet de sortir de cette plainte constante, de cette place de victime, et aussi de reprendre un peu de dynamisme et de reprendre les choses en main. Autre point important pour les familles, prendre ancrage sur des supports de la vie quotidienne. Je crois qu'on ne peut pas s'imaginer l'impact que peuvent avoir des petits gestes au domicile qui pour nous semblent anodins, comme les devoirs, la préparation des enfants pour aller à l'école, le coucher, les règles de vie, éteindre la télé, éteindre l'ordinateur, ou pour nous, ça nous semble tout simple, et pour ses parents, c'est pas si simple que ça. Et on se rend compte que si la présence de l'éducateur n'est pas là pour faire à un moment à la place du parent et imposer certaines règles de vie, les parents n'iront certainement pas jusqu'à faire ces actes qui pourtant nous semblent anodins. Quand on creuse un petit peu avec eux sur essayer de comprendre le pourquoi, on se rend compte que ce pourquoi vient toujours percuter quelque chose sur la question d'un risque de perte de l'amour ou de ce lien avec l'enfant. Si on est trop dur, on va perdre quelque chose, on va abîmer quelque chose de cette relation. Une intervention intensive aussi qui permet de redonner du rythme. En fait, toutes ces familles, les 25, ont tous dit « c'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on n'arrive plus à faire ». On sent comme un ressort qui est un peu usé et il faut arriver à réenclencher la mécanique pour redonner ce rythme. Et c'est bien dans ces temps passés ensemble, se faire avec, cet être avec, que les parents viennent retrouver cette dynamique et pouvoir reprendre un petit peu les choses en main.
Je crois que l'importance aussi de la reprise des difficultés. Quand on veut travailler sur les causes d'un acte maltraitant qui peut avoir lieu au domicile ou d'un dérapage, d'un conflit, quand on interviewe les parents par plusieurs vagues comme ça, on se rend compte que si on travaille avec eux en entretien sur cette question, ils arrivent à reconstruire l'histoire et comment cette montée un peu en crise est partie et arrive à retracer le processus de ça. Mais ça dure que quelques jours. Quand on les réinterviewe sur le même acte, 15 jours, 3 semaines après, il manque des bouts de l'histoire et on ne retrouve plus la construction de ce processus. Quand on les réinterviewe 1 mois et demi après, l'histoire a changé. Donc on est souvent sur un autre discours qui n'a plus tout à fait de lien avec la réalité. Donc cette question de rencontres régulières ou de temps d'échange régulier est primordiale actuellement. D'autres questions ou enjeux, ces parents, c'était principalement des mères, mais je crois qu'en protection de l'enfance, les interlocuteurs sont beaucoup les mères. Là, c'est vrai qu'il y avait très peu de pères qui étaient présents ou existants dans les familles que j'ai interviewées. Elles expriment le fait d'avoir l'importance d'avoir pour elles un lieu pour les enfants, mais également un lieu pour elles. Elles le différencient totalement. On dit il y a des lieux pour les enfants, les garderies, l'école. Et là, elles font bien la différence. Ces lieux, oui, les soulagent bien au niveau du quotidien, du temps passé avec l'enfant, mais comme elles disent, ces lieux ne les soulagent pas dans leur tête. Je crois que cette prise en charge des enfants dans un dispositif avec une possibilité d'accueil de ces familles dans le même temps leur permet ainsi de souffler. Et souffler, c'est être en contact avec d'autres, sortir de l'isolement, mais aussi d'avoir une reconnaissance, non pas uniquement en tant que mère, et je crois qu'elles n'attendent pas que ça, elles attendent aussi dans ces lieux une reconnaissance en tant que femme. Et là, comment on peut venir répondre à ces questions? Ces lieux sera ainsi un support identitaire. Une mère dira, ici on a l'impression d'exister, on se sent utile, on vit, à la maison il n'y a rien, on ne travaille pas. Très peu d'hommes dans ces dispositifs, et ce qui peut poser la question des écarts quand le père est au domicile, et néanmoins présent au domicile, ils ne viennent pas à ces activités collectives pour la plupart du temps. Donc ça vient poser la question, quelles pratiques peut-on leur proposer? Et ça vient poser aussi la question des écarts, puisqu'on chemine avec des mères, mais quel écart peut se creuser avec ce père qui n'est pas présent dans ce dispositif? On peut avoir l'impression que ces mères vont nous servir de relais pour faire venir les pères, puisqu'elles viennent souvent critiquer l'attitude du père. Sauf que là, on se rend compte qu'elles ne nous serviront pas de relais, puisque ce lieu est un peu un lieu privilégié pour elles, où elles y trouvent cette existence identitaire et qu'elles privilégient cette place qui est pour elles importante et que ce n'est pas elles qui nous feront du lien pour amener le père sur ces mêmes activités. Les activités de groupe, je crois, comme je vous le disais, des activités basées sur des supports de la vie quotidienne qui fonctionnent parfaitement avec ces familles. Tous les parents sont demandeurs de groupes de parole, comme si on allait leur apprendre à être parents, un peu cet apprentissage. Mais en fait, quand on leur pointe le fait que dans le service, moi dans les services où j'ai fait ma recherche, les 4 services, il y avait ces groupes de parole qui ont été très vite désinvestis par ces familles, on se rend compte que souvent elles ont désinvesti ce lieu suite à un propos, une parole qui est sortie comme ça à un moment donné, et où elles se sont dit « j'aurais pas dû dire ça dans ce lieu ». Donc un repli, elles n'y assistent plus. Donc je dirais que ces groupes de parole, attention à ce qu'on propose aux parents. Est-ce qu'on ne vient pas de temps en temps toucher quelque chose de l'estime de soi, non pas pour renforcer cette estime de soi, mais est-ce qu'on ne la mettrait pas à mal? C'est juste une question. Je crois aussi l'importance de passer du cadre judiciaire au cadre administratif, qui pour le parent est synonyme que les choses ont avancé. Et là, on est bien sur la valorisation des compétences. Là, ça devient concret pour elles. Et toute pointe que ce passage a été une étape vraiment de leur vie dans ce parcours avec l'enfant, et c'est une étape qui vient aussi réimpulser une dynamique. Autre point, je crois, sur ces documents individuels de prise en charge,
Les parents disent qu'ils sont difficilement palpables, avec des notions qui viennent des professionnels et des grands termes qui ne leur disent pas grand-chose. Donc, un service où ça marchait bien, ces documents individuels de prise en charge, l'équipe le redéclinait de manière régulière sur une démarche de pas à pas avec le parent, des objectifs concrets, palpables, où on refaisait le point, voir ce qui avait été atteint, pas atteint, mais ça effectué pratiquement toutes les 3 semaines au sein du service. Et ces familles disent que là, ça a vraiment un impact, puisqu'elles voient ces tout petites avancées, mais là, ça devient concret pour elles, et à nouveau, ça redonne un certain dynamisme à l'intervention. L'impact du placement, j'interviewais, ça j'ai oublié de vous le dire, des familles en plein cours d'intervention. Donc, il y avait des parents qui avaient eu un enfant placé en urgence et que j'interviewais pendant cette période. Les parents qui ont connu un placement en urgence expriment cette sensation de vide. Alors on retrouve tous ce vide d'une manière ou d'une autre avec des mots différents, mais on est bien sur cette question de vide. Et une mère dira, les professionnels disent que l'on est déprimé, mais ce n'est pas cela, on est vide de sens pour réagir, pour continuer. Certains parents diront même qu'à cette époque, dans cette période de vide, cette impossibilité de continuer allait même jusqu'à la difficulté de réagir pour aller voir l'enfant dans le dispositif d'accueil. Il n'y avait plus rien en nous pour pouvoir continuer, même aller le voir. Donc, qu'est-ce qu'expriment ces parents? Je crois le besoin que le professionnel soit là pour, je dirais presque, porter quelque chose, venir remplir ce vide et porter ces accompagnements, accompagner, même s'il ne se passe rien dans les mots, mais que cette présence soit là pour faire le chemin du domicile au lieu d'accueil des enfants. Les questions de retour de placement, je crois que parents et éducateurs, et là on a les propos, comme il y avait ce discours croisé sur les mêmes interventions, le discours des éducateurs et des parents et éducateurs décrivent cette période de lune de miel après le placement, où, comme disent certains parents, on avait un enfant presque parfait. Tout fonctionnait pile poil, pas besoin de monter le ton, pas besoin de reprendre, c'était trop bien. Sauf que parents et éducateurs constatent, et ça très rapidement, c'est souvent dans 3 semaines, 1 mois après, que, à nouveau, les choses rebasculent avec des enfants qui reposent des problèmes de comportement au domicile, des parents qui ne savent pas trop comment réagir, mais des parents qui viennent dire d'une manière ou d'une autre, c'est comme s'ils nous faisaient payer le placement. On voit bien quand des parents expriment ce fait de l'enfant vient nous faire payer le placement, dans quel mécanisme on peut repartir à nouveau et vers quoi ça peut dégénérer. 2 minutes. Oui, 2 minutes. Des parents démunis face au retour de placement, je crois qu'on n'a pas toujours conscience, face à cette reprise de la vie commune, où les parents ont souvent tendance à repartir de l'âge de la séparation et de vouloir rejouer quelque chose qui s'est arrêté à cette époque sur cette vie en commun au quotidien. Donc une difficulté sur faire face à des enfants qui ont grandi un peu loin, où il n'y a plus les codes, les mécanismes pour pouvoir fonctionner ensemble, et surtout des parents qui sont souvent envahis, et ça on s'en rend peut-être pas toujours compte, lorsqu'on leur renvoie au domicile 3 enfants, comme ça d'un coup, des parents complètement démunis par la cuisine, les repas, les courses, les lessives, l'organisation, et qui viennent très vite baisser les bras, craquer, et on repart à nouveau dans la crise. Donc je dirais des parents qui ne reviennent pas remettre en cause les questions des compétences des professionnels, mais viennent particulièrement questionner les organisations. En internat, la prise en charge de l'enfant est considérée par ses parents comme positive, tant au niveau affectif, éducatif, au niveau des différents suivis. Par contre, pour eux, la relation avec les parents reste questionnée, et certains diront même qu'ils ne trouvent pas qu'il y a eu beaucoup d'évolution quand eux-mêmes ont été placés étant enfants. Je crois avec un besoin pour ces parents de mise en mots dans ces internats et d'avoir cette place de tiers entre le parent et enfant pour expliquer les pourquoi de l'accueil, l'impossibilité du retour au domicile, sur le temps que l'enfant va rester dans le dispositif.
En AEMO, par contre, des parents qui viennent dire « là, il y a trop de mots et on aimerait être plus sur des pratiques de faire avec et d'être avec ». Ces mesures intensives, acceptées par ces familles, mais il ne faut pas se leurrer, acceptées comme ils le disent bien, car elles permettent souvent de garder et de rester avec l'enfant au domicile, mais imposées, lourdes. Un parent dira « ce n'est pas toujours facile d'avoir les professionnels toujours là plusieurs fois par semaine ». Ça m'embête, mais en fait non, ça ne m'embête pas. De toute façon, il faut bien donner des comptes, on ne peut rien faire d'autre. Ils nous soutiennent vraiment et nous donnent une nouvelle chance. Une mesure qui provoque une certaine gêne, mais on se rend compte que cette présence au quotidien, quand les travailleurs sociaux sont au domicile régulièrement, s'estompe très vite en fonction de la qualité de la relation qui est nouée. Je dirais pour conclure, peut-être une prise en compte plutôt qu'une prise en charge, un accompagnement, un cheminement plutôt qu'un suivi. Merci. Merci Madame Brugnot pour cet exposé, cette intervention. On va arrêter là nos interventions, mais ne partez surtout pas. Ne partez surtout pas. On va aborder l'atelier 8. Alors, on va être obligé de patienter quelques minutes parce qu'il faut que les jeunes qui sont en train de se préparer, qui vont devoir finir de se préparer... Non, je croyais qu'il y avait une question. Il leur faut laisser un petit peu de temps, puis il faut qu'on réorganise la scène. Donc, il y a quelques minutes d'attente. Pendant cette attente, dire que nous avons souhaité... pour la préparation de ces journées, comme pour les journées précédentes, qu'il y ait une intervention des jeunes de MEX. Et là, en l'occurrence, c'est l'atelier d'art-thérapie de la MEX de Trélon qui présente Cubique. Et ce qui est très important, c'est que c'est une chorégraphie. Et je pense que ce qui est vraiment très, très important, excusez-moi, je le dis deux fois, c'est que cette chorégraphie, elle a été créée à l'occasion de ces journées, pour ces journées. Et une chorégraphie pensée à partir du thématique de la journée. C'est la raison pour laquelle on a pensé et proposé cette représentation en termes d'atelier. Alors, ces jeunes qui sont dans une immense confiance en l'avenir, ils ont entre 8 et 15 ans. Il y a 14 jeunes qui vont faire une démonstration devant nous dans quelques minutes. Je cite leurs prénoms, je crois que c'est important. Chloé, Zoé, Poliana, Cyril, Amira, Johnny, Alizéa, Romain, Ingrid, Caroline, Mathieu, Clémence, Tiffany, Océane sont impatients de vous dévoiler leur plaisir de s'épanouir. On va les applaudir dans quelques minutes. Merci à vous.